Bonsoir chers frères et sœurs. Encore des coupures électriques intempestives dans mon quartier. Alors, je voudrais poursuivre la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace Akan. Je trouve que c'est très important parce que, comme je l'ai dit, dans l'espace Akan était un espace économique intégré, puisqu'il s'étendait aussi bien sur la Côte d'Ivoire actuelle que le Ghana actuel. Alors, l'historiographie établit une corrélation entre la traite des esclaves et le développement de la vente des armes à feu. On avance que cela va affaiblir certains royaumes occupés à faire des guerres contre les peuples voisins. Qu'un royaume comme celui de l'Ashanti n'a été rien de plus qu'un royaume esclavagiste, ce qui n'est pas vrai. C'est ce que certains aspects de l'historiographie veulent montrer, alors que ce n'est pas du tout vrai. Nous reviendrons sur ce sujet, mais nous refutons la théorie du lien entre armes à feu et traite des esclaves. En effet, la côte Kwakwa, qui part de Cap Laou à Assini, c'est-à-dire entre Grand Laou et Assini, tout comme la côte de l'Or, a aussi acheté beaucoup d'armes à feu. Les Aladjans, Avikam, Tchaman, c'est-à-dire Ébrié, Abouré, vont acquérir beaucoup de fusils, mousquets et poudre à canon. Et pourtant, la côte Kwakwa n'a pas été une grande pourvoyeuse d'esclaves. Certes, il y avait des esclaves vendus, mais ça n'a pas eu, je peux dire, il n'y a pas eu un grand nombre d'esclaves comme cela a été le cas sur la côte de l'Or. Ou encore, la zone où il y a eu beaucoup plus d'esclaves fournis, la côte des esclaves, voilà, qui part de la région qui est à l'est d'Accra jusqu'aux encablures du Lagos actuel au Nigeria. Voilà. Donc c'est cela. Les guerres à grande échelle, telles que nous l'avons vu sur le littoral de la Côte d'Or, n'ont pas concerné la côte Kwakwa. Comment expliquer cela? Les armes à feu servaient aussi à faire la chasse, servaient lors de la célébration des funérailles. Elles ne servaient pas qu'à faire seulement la guerre. Les Akans considéraient que de toutes les armes à feu de fabrication danoise étaient de meilleure qualité, de même que leur poudre à canon. Les forts danois étaient Christiansborg à Ossou et Frederiksborg à Grytningo. Le roi Osei Kwame de l'Ashanti interdira à ses sujets de commercer à Christiansborg d'août 1788 à avril 1789, car 2 officiers Ashanti ont été maltraités par les Danois. Le roi Ashanti fait fermer les voies qui mènent ses marchands vers les forts danois et demande réparation du préjudice. Les sujets Ashanti, Asumango, c'est-à-dire Asumango, et Kansa, c'est-à-dire Kwansa, accusaient les Danois de les avoir battus quand ils sont allés commercer à Christiansborg. Le roi Ashanti réclamera comme réparation 30 onces d'or. Kwanza accusait le gouverneur danois précédent, le lieutenant-colonel Kyoge, de lui avoir vendu une cope en argent plaqué au lieu de la cope en argent massif qu'il était censé avoir achetée. Voilà. Les Africains savaient se faire respecter en ce moment-là. Les Danois envoient des présents à Osei Kwame, le roi des Ashanti, pour le calmer. Aussi, le 3 janvier 1789, l'interdiction de commercer avec les Danois est levée. Dès le 4 avril 1879, les Ashanti viennent vendre 50 captifs à Christiansborg. Peu après, le roi Osei Kwame ferme à nouveau la voie et un messager appelé Okante au service de la compagnie danoise est envoyé en mission à Koumassé avec des présents. Par la suite, le blocus sera levé. Un officiel Ashanti résidait à Manfé en Akwapem pour coordonner les activités marchandes des Ashanti. Le commerce vers la Volta était contrôlé par les Akwamou d'Akwamoufié, qui contrôlaient aussi la zone de Crépi et Ho.
Ho, c'est une zone où ce sont plutôt des évêques qui y habitent. Quand le commerce Ashanti reprendra avec les Danois, un conseil tenu en 1790 par le gouverneur du fort, Christian Borg, décidera de veiller à ce qu'à l'avenir, aucun incident ne vienne perturber les échanges avec l'Ashanti. Voilà. Il est décidé aussi de donner des présents plus importants au roi des Ashanti pour encourager le commerce de ces sujets avec les forts danois. Si nos présidents savaient ces choses-là, ils se feraient respecter et ils feraient respecter leur peuple au lieu de trembler devant les Occidentaux. Ces faits indiquent que les Akans ont commercé d'égal à égal avec les Européens pendant toute la période précoloniale. La zone d'Accra était grande pourvoyeuse de perles d'aigris vendues dans tout le monde akan. Vous savez que la perle d'aigris était utilisée aussi comme monnaie à côté de la poudre d'or. À Axim, elles étaient échangées parfois contre des tissus kwakwa. Dans la Sahie, les perles précieuses de Surano se vendaient bien. Les marchands de cet espace se rendaient dans plusieurs forts du littoral pour exercer leurs activités. Pour se rendre à Winneba, sur la côte Fanti, ils passaient par le Dankira. Ils mettaient en chemin entre 2 semaines et 1 mois. Ils revendaient au nord les marchandises acquises au sud. Les traditions orales assahie affirment que les villages d'Ankira n'étaient pas gentils avec les marchands étrangers de passage sur leur territoire. Ils vendaient très cher la nourriture aux marchands. Ah oui, mais c'est ça. Chacun tirait donc un profit, direct ou indirect, de ce commerce avec les Européens. Ou concernant ce commerce intra-africain. Pour se rendre à Ogwa, les marchands assahie mettent 5 jours à 1 semaine. La voie qu'ils suivaient passait par Tchétchéwere, Akrofouesso, Tonsotsim, Diasso et Aburadunkwa. Alors ces villages-là, cités, sont des villages d'Ankira. Ce sont des villages d'Ankira. Certains marchands assahie de Fahiakobo achetaient des fusils de fabrication locale dans le Djimini qu'ils revendaient au sud. Donc vous voyez, les gens partaient, quittaient la zone de la Sahie qui est au Ghana actuel, et ils venaient dans le Djimini, dans l'actuelle Côte d'Ivoire, pour acheter des fusils locaux. Voilà. Ils fréquentaient les marchés de Sraha, Wanchi, Kintampo et Bonduku, où ils acquéraient des esclaves, des tissus, des pagnes dont le Kassa, Bomo, Onza et Akwasondeng. Tout ça, ce sont des pagnes. Voilà. Les noms que je viens d'indiquer, la Kassa, Bomo, etc., ce sont des pagnes. Ils revendaient au nord les produits de la côte. Voilà. Quelques marchands assahie se rendaient à Krenjabo, dans le Sanvi, pour acheter des fusils de traite et de la poudre à canon. Donc, à Krenjabo, c'est-à-dire dans le royaume du Sanvi, qui est dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans la région d'Abosso. Au XVIe et XVIIe siècle, des marchands Wassa se rendaient surtout dans les forts du littoral Ahanta pour commercer, notamment à Umfuma, qu'on appelle aussi Diskov, Sekondi, Pokeso, Chama et Axim. Pour les produits européens, ils achetaient sur le littoral du sel et du poisson fumé. Outre les produits européens, ils achetaient sur le littoral du sel et du poisson fumé, salé ou séché. Wassa et Assahie commerçaient aussi à Benin, au fort Apollonia en pays Nzema. La voie commerciale qui menait à Krenjabo, à partir de l'Assahie, passait par Amia, Dadiesso, Yaou et Boufoklo. Yaou, c'est dans la région d'Abosso. Voilà. À Chama, alors que Amia fait partie, disons, de l'espace indénien, notamment Amia Kwasikuro. À Chama, parallèlement au commerce avec les compagnies européennes, le commerce des vivriers tenu par les femmes était prospère et elles exportaient à Elmina une partie de la production vivrière. Et les femmes aussi tiraient beaucoup de ce commerce-là en vendant des vivres aux marchands. Elles commercialisaient aussi les produits de la pêche à un prix intéressant dans les villages de l'arrière-pays. La tradition orale d'Abrem affirme qu'avant l'arrivée des Européens, les ancêtres allaient vendre du sel dans les savanes du Nord, qu'ils appellent Srem, c'est-à-dire dans les savanes. Là, ils achetaient aussi des esclaves
Mais c'est à l'époque de Samori que les esclaves sont devenus nombreux. Parce que les guerres samoriennes ont permis d'avoir beaucoup de captifs de guerre. Notamment beaucoup de Sonufo, de Djimini, etc. qui ont souffert de ces guerres-là. Notamment aussi les Mona. Voilà. Le roi Osei Bonsou, Pagny de la Chanty, à propos du commerce des esclaves, affirme que lui et ses ancêtres ne sont pas comme des voleurs qui font la guerre pour s'emparer d'hommes, mais font la guerre pour la grandeur de la Chanty. Voilà. Donc quand les gens disaient que les gens font la guerre pour des esclaves, il dit non, il fait la guerre pour la grandeur de la Chanty. C'est ce que dit le roi Osei Bonsou Pagny de la Chanty. Nous pensons à ce sujet que ce n'est pas par rapport à la traite des esclaves que la Confédération Ashanti a vu le jour. Les Ashanti ont certes participé à ce trafic, mais ils étaient avant tout des agriculteurs et des guerriers et non un peuple marchand. Et même après l'abolition du trafic des esclaves, la Confédération Ashanti a continué d'exister. Si son existence était intimement liée à ce trafic, cette confédération aurait disparu après son abolition, après l'abolition de la traite des esclaves. Voilà. Bondoukou était un marché où l'on vendait beaucoup d'esclaves et pourtant le royaume Brondjama a survécu à l'abolition du trafic des esclaves. Les Brondjama, contre de la cola, obtenaient des esclaves à Congo. Leur frère Doma orientait le commerce de la cola sur les marchés du Gonja et du Dagomba. Les Akans avaient une haute conscience du profit qu'ils tiraient du commerce avec les compagnies européennes, dire qu'elles étaient dupées, donnant de l'or contre des marchandises de moindre valeur, est un avis tout à fait relatif. Le roi d'Assabou, par exemple, désireux d'accroître le volume des échanges avec la Compagnie des Indes occidentales, enverra en mission aux Provinces-Unies en 1611 deux émissaires, Marino et Carvalho. Le second est un mulâtre qui est décédé à Elmina en 1659. Édouard Bater, un mulâtre natif de Goua, vers la fin du Goua, c'est sur le littoral frontier, vers la fin du XVIIe siècle, sera un marchand important et un personnage influent de sa cité natale. Il montera une milice privée et créera un petit fort privé pour les besoins de son commerce. En 1699, grâce à ces hommes, le fort d'Anoumambo sera repris aux mains des Fanti qui l'avaient occupé. Il travaillera en collaboration avec la compagnie britannique. En 1700, c'est à lui que sont données les 29 caisses de spiritueux à offrir aux chefs locaux pour les rendre favorables aux intérêts marchands britanniques. Édouard Bater avait aussi des attaches avec les interlopes. Les interlopes, ça dit que c'est les marchands qui armaient des navires, mais qui étaient des privés, qui n'avaient pas la caution des États, des gouvernements. Des marchands africains sont devenus des hommes prospères qui servaient de lien entre les compagnies et les chefferies de l'intérieur. Leurs services étaient rémunérés par les compagnies. Des corps de métier comme maçons, charpentiers, briquetiers, piroguiers se sont développés autour des forts pour répondre à la demande locale. L'industrie de fabrique de pirogues et l'activité de piroguier se sont développées pour rendre aisée la communication entre les forts et les cités côtières. Je vais m'arrêter là. Là encore, comme vous le voyez, on a vu un des aspects encore de ce commerce des échanges entre les Akans eux-mêmes, entre l'espace Akan, et puis maintenant entre les populations Akan et les compagnies européennes sur la côte. Mais pas seulement, même les populations Akan, mais il y avait aussi des relations avec les Dagomba, ceux aussi qui étaient dans le Gonja, passés dans le Gonja, à côté des Gouan, il y avait toutes sortes de populations dans le Gonja. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Nous poursuivrons cette série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace Akan. C'est très important. Voilà. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire de cette université. C'est à Abidjan Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne soirée à tous.